Je te le dis en off. Et je dors pas beaucoup, c'est beaucoup de veille, beaucoup de réseaux, être tout le temps joignable. Combien de fois on m'est arrivé au milieu de la nuit parce qu'il y avait une grosse actu. Et après sur le terrain, moi je regarde toujours qui fait quoi, qui filme quoi et j'essaie de me mettre à l'opposé. Mais quand j'étais plus jeune, c'était inimaginable pour moi de me dire oui tu peux être journaliste. Je comprends petit à petit qu'en fait je peux vendre mes images, que les chaînes de télé sont intéressées par des images des manifs. Voilà, je vais au car régie comme un idiot et je toque et j'essaie de vendre mes images. Au début j'allais me prendre pour un fou. J'envoie un mail au rédac en disant coucou j'ai Benalla avec un brassard police, est-ce que vous êtes intéressé? Et là genre c'est avalanche de mails, d'appels et tout. Et vu que juste avant je venais de me faire refuser ma carte de presse parce que j'avais pas de contrat, j'ai dit à toutes les rédactions ok, vous voulez cette image là exclusive, vous me faites un contrat de travail. Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes en guerre. CNN is fake news. Don't talk to me. Alors c'est devenu un métier, donc en 2017, de regarder des jeux vidéo et de les commenter. Est-ce que manger des pizzas, c'est devenu un métier ? Moi, c'est Mélanie, alias Mélanie Nouveaux Médias sur Instagram. Réalisatrice de reportages pendant 7 ans pour la télé, aujourd'hui je suis experte en nouveaux médias et je t'emmène dans les coulisses de l'audiovisuel, qu'il soit tradit ou digital, fake news, mensonges, jeux d'influence et de pouvoir. Mon objectif c'est de t'aider à mieux t'informer en levant le silence sur ce qui se passe derrière la caméra, les micros, dans les rédacs, dans les bureaux des prods. Et surtout, on décrypte tout ça avec les insiders, ceux qui font les médias. C'est déjà le 19e épisode du podcast et je reçois Clément Lano. À 28 ans, il est journaliste indépendant et a créé sa propre agence de presse. Plus jeune, il ne pensait pas pouvoir exercer ce métier. Puis un jour, il décide d'aller voir une manif pour de vrai, sur le terrain, caméra à la main. Et il comprend qu'il peut vendre ses images directement aux rédactions. Il nous raconte comment il s'est fait une place, les coulisses de son métier et du terrain, comment il a obtenu sa carte de presse, et vous allez voir, l'histoire est vraiment étonnante, et comment il est devenu directeur de sa propre agence CL Presse. Bonjour Clément. Bonjour. Bienvenue sur le podcast Je te le dis en off. Je suis très contente de te recevoir aujourd'hui. Est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaîtraient pas? Je m'appelle Clément, j'ai 28 ans. Je suis journaliste, reporter d'images. En gros, j'ai une caméra et je vais sur le terrain pour filmer l'actu. Ça fait 10 ans que je fais ça. Et j'ai monté une agence de presse. Depuis que j'ai commencé, en fait, j'ai commencé en freelance, en vendant mes images à droite à gauche. Et maintenant, j'ai professionnalisé cette activité-là en 10 ans. Et maintenant, je suis officiellement directeur d'une agence de presse. Waouh, si la on regarde classe. ma carte de presse, c'est ce qui est marqué dessus. À 28 ans? Ouais, C'est étonnant quand même. je sais pas. Je me demande souvent quand je reçois des journalistes sur le podcast parce que souvent, pas tout le temps, mais souvent ce métier c'est une vocation. Est-ce que tu as toujours eu envie d'être journaliste? Pas toujours depuis que j'étais tout petit. J'ai toujours été attiré par l'audiovisuel, par la vidéo, enfin voilà. Mais quand j'étais plus jeune, c'était inimaginable pour moi de me dire oui, tu peux être journaliste. Enfin, Pourquoi? je sais pas, c'était un truc inatteignable si tu veux. Ok. J'avais vu, je me rappelle très bien quand j'étais petit, il y avait des magazines quand tu étais au collège ou des trucs comme ça, que les métiers. Il y avait un magazine sur le métier de photoreporter. Et je me dis, c'est trop bien et tout. Mais c'était vraiment un truc inaccessible pour moi, quoi. Je me suis dit, jamais je ferai les études pour ça. Ou, moi, j'ai grandi en banlieue parisienne. Enfin, je me suis dit, mais jamais, c'est pas un métier pour moi. Et puis. Tu pensais faire quoi alors? En fait, pendant très longtemps, je savais pas trop. Et en fait, au collège, j'ai été harcelé pendant plusieurs années. Et en fait, par hasard, j'ai appris à faire des sites internet quand j'étais au collège. Et ça m'a un peu sorti ce harcèlement. En tout cas, j'avais une passion, si tu veux, à côté pour me vider la tête et un peu me donner confiance en moi, tu vois, de me dire j'arrive à faire un truc tout seul, je dépends de personne. Et donc pendant longtemps, j'ai voulu être développeur. Et après, les aléas de la vie, des rencontres et tout, ont fait que je me suis remis dans la vidéo. Enfin, j'ai appris la vidéo et après, un peu par hasard aussi, j'ai compris que je pouvais aller sur des manifs, sur des procès et vendre mes images. Et donc, une fois que j'ai compris que je pouvais faire ça et que ça marchait, j'ai continué et j'en suis là aujourd'hui. Donc t'as pas fait d'école de journalisme? Non, j'ai pas fait d'école de journalisme. Après le lycée, du coup, je me posais cette question-là. Et en fait, j'ai vu les écoles de journalisme reconnues, pas reconnues. Déjà, j'y comprenais rien. Et puis, je voyais les concours. Et j'étais pas mauvais à l'école, mais moi, genre le truc de concours, de machin, il y a une sélection, il y a une compétition. J'ai toujours détesté ça. Je pense que ça vient aussi un peu du harcèlement où j'avais pas forcément confiance en moi à l'époque. Et donc, en fait, j'ai même pas essayé. J'ai même pas essayé de postuler dans les écoles reconnues parce que je me suis dit, jamais je vais y arriver. C'est pas pour moi. En plus, je voyais sur les écoles reconnues que beaucoup avaient fait genre Sciences Po. Et moi, j'étais un gamin en banlieue parisienne. Non, c'était pas pour moi. Donc, j'ai même pas pensé essayer de faire ces écoles reconnues.
Et du coup, j'imagine que peut-être le petit garçon que t'étais qui rêvait, qui a vu un jour, qui a entendu parler du métier de photoreporter, aujourd'hui, à 28 ans, avoir créé ton agence de presse, il penserait quoi ? Bah, je pense qu'il serait content. Ouais. Non, je pense que... Enfin, je mesure la chance que j'ai eue parce que j'ai commencé un peu par hasard. Je pourrais raconter après pourquoi, mais j'ai commencé par hasard. J'ai réussi à en vivre. Et maintenant, j'arrive à faire bosser d'autres gens et ça se développe gentiment pour voir plus grand. Donc, je suis hyper content et c'est pas facile tous les jours parce que d'être son propre patron, d'être tout seul sur le terrain, il y a personne qui me dit va faire tel sujet, il y a personne qui me dit c'est ça tes horaires et tout. J'ai pas d'horaire, je suis joignable à toute heure du jour, de la nuit. Enfin, et même la pression, maintenant, je gère une entreprise, donc c'est beaucoup de trucs chiants, d'administratifs et tout. Il y a beaucoup de pression et de choses pas forcément cool et faciles, mais je mesure la chance que j'ai et que j'ai eu pour réussir à arriver là où j'en suis. Donc tous les jours, je me lève le matin et je suis content de bosser pour moi-même et de pas avoir un chef au-dessus de moi qui me dit quoi faire et d'être libre, en fait. Et ça, c'est hyper précieux. T'as jamais bossé dans une rédac, en fait ? Non. J'ai fait quelques piges. En fait, j'ai fait un BTS audiovisuel après mon bac. Et j'ai fait quelques stages à l'AFP, à France Télé, à BFM. Donc j'ai vu pendant quelques semaines ce que c'était une rédaction. Et j'ai fait quelques piges à BFM, vraiment au tout début de ma carrière. Mais j'ai dû en faire 3 ou 4. Enfin, donc je sais comment ça se passe, mais pas plus, quoi. Enfin... Et du coup, je suis curieuse de savoir, et je pense qu'il y a peut-être des gens qui nous écoutent et qui rêvent, tu vois, de devenir journaliste. Comment on devient journaliste quand on n'a pas fait d'école ? Franchement, souvent on me pose la question, et moi, mon conseil, c'est un peu bizarre, mais c'est d'essayer de faire une école. Maintenant, il n'y a pas que les écoles reconnues, il y a des écoles privées pas reconnues, mais on arrive quand même à travailler derrière. C'est pas facile. Enfin, voilà, même le métier de journalisme, qu'on ait fait une école ou pas, c'est pas facile. Il faut avoir de la chance, il faut en vouloir, il faut être passionné. Mais de faire une carrière de journalisme sans faire d'école, c'est hyper dur. Et c'est ce que je dis. Moi, j'ai eu énormément de chance d'avoir les bonnes rencontres, d'avoir aussi des périodes d'actu qui m'ont beaucoup aidé. Mais d'arriver comme ça, à sortir du bac, par exemple, et se dire ouais, je vais être journaliste et je vais bosser en rédac, c'est hyper dur. Et je pense que faire une école, même une école pas reconnue, il y a beaucoup d'écoles pas reconnues qui sont ouvertes à plein de profils. Enfin, moi, quand j'étais plus jeune, je me suis fait un peu une caricature du fait que pour faire une école de journalisme, il faut aller à Sciences Po, il faut machin. Pas du tout. On peut sortir d'avoir le bac, pas le bac. Il y a plein d'initiatives maintenant, même pour les gens qui n'ont pas forcément le bac, pour intégrer ces écoles-là. Donc, c'est paradoxal, mais je pense que faire une école, ça aide quand même, ça ouvre quand même quelques portes. Moi, si j'avais eu aussi envie de te recevoir, c'est parce que moi non plus, j'ai pas fait d'école de journalisme. Et c'est vrai que quand je suis arrivée dans une rédac, je me sentais un peu perdue en me disant ouais, mais moi, je suis pas une aussi bonne journaliste que les autres parce qu'on me parlait de montage, j'y connaissais rien. Mais j'avais tellement en fait envie aussi de faire ce métier, j'étais passionnée qu'en fait, j'ai bossé 20 fois plus que les autres. Peut-être j'avais quelque chose à me prouver, mais au final c'est très possible. Moi, ce que j'ai remarqué, que ce qui m'a manqué, c'était les contacts, parce que du coup en école tu te fais un réseau pour entrer dans les rédacs, pour demander des conseils, et moi j'ai eu du mal en fait à me faire un réseau. C'est ça moi que je dirais qui m'a manqué au début. Mais c'est beaucoup un métier de contact. Moi, j'ai eu la chance du coup avec mon BTS audiovisuel d'avoir des stages à faire, et donc en fait c'est comme ça que j'ai pu faire quelques contacts avec mes stages. Pour vendre mes images ou même rencontrer des gens pour m'expliquer comment ça se passait. Donc c'est vrai que j'ai eu cette chance-là avec mon BTS. Et puis en fait, quand j'ai commencé à comprendre que je pouvais vendre mes images, en fait, j'allais après les manifs au car régie de TF1, BFM, France Télé. Je toquais au car régie, j'expliquais que j'avais des bonnes images à vendre et je restais devant le car régie. Je restais dans le car régie tant que le mec n'avait pas envoyé mes images à la rédaction. Je devais être hyper relou. Et en fait, c'est comme ça qu'à chaque fois, il proposait mes images. Je commençais à devenir un peu le mec relou qui saoulait tout le monde après les manifs. Mais en fait, c'est comme ça que je me suis fait mes contacts aussi. Mais c'est vrai que c'est hyper important. C'est un métier de contact pour les stages, pour les relations. Et quand on n'a pas de gens dans nos amitiés, dans notre famille, de ces milieux-là, c'est hyper dur. Est-ce que tu peux nous raconter, du coup, tu nous disais que tu as commencé, t'as pas fait d'école. Qu'est-ce qui t'a... C'est quel jour tu t'es dit « Ok, je veux vraiment faire ce métier, je peux y arriver » et que tu t'es rendu compte que tu pouvais vendre tes images? En fait, donc, au collège, je faisais du développement web pour des youtubeurs. Donc, en gros, à l'époque, c'était à 1000 ans maintenant. C'était les tout débuts du live stream sur Internet. Et donc, en fait, les youtubeurs, ils étaient beaucoup sur YouTube. Mais le live sur YouTube marchait pas bien, je me rappelle plus. Enfin, il y avait des galères. Du coup, ils voulaient tous des pages web avec à la fois le player vidéo de Twitch et par contre, ils voulaient le chat de YouTube. Ok.
Et donc, du coup, moi, j'ai vendu à plein de youtubeurs ce genre de page toute bête. Et petit à petit, donc, je me suis fait des contacts dans le milieu de YouTube à l'époque. C'était à 10 ans, enfin. Qui comme youtubeur, par exemple? En fait, j'ai beaucoup bossé pour des youtubeurs à l'époque qui faisaient du Minecraft. Ok. Voilà, tout bête. Et donc, je me suis fait ces premiers contacts-là. Moi, j'ai grandi et j'ai commencé... En fait, j'ai eu la chance aussi, et tout est une histoire de chance, c'est qu'au collège, il y avait une option audiovisuelle. À la place d'art plastique, moi, je faisais audiovisuel. Donc, on faisait des trucs sur fond vert, enfin, bref. Et donc, j'avais toujours été intéressé par la vidéo. J'étais dans la famille, le gamin avec le caméscope qui filme tout le monde pendant les vacances et tout. Donc, je fais cette option audiovisuelle et donc, je me rends compte que vraiment, j'adore l'audiovisuel, j'ai un attrait pour ça. Donc, à côté, ayant des contacts de youtubeurs qui font des vidéos, je me mets à faire des vidéos pour des youtubeurs, des micro-trottoirs. Un temps, je bossais beaucoup avec des youtubeurs qui faisaient du freestyle football. Okay. Alors que je ne suis pas du tout football, hein, mais j'avais eu cette opportunité-là. Et donc, j'avais du matériel vidéo à la maison. Et le premier déclic que j'ai eu, c'était le 13 novembre au soir, avec les attentats, en 2015, où il se passe ce qui se passe. Et comme tout le monde, comme beaucoup, je regarde les chaînes info. Et j'ai ce déclic-là de me dire, ah putain, il y a des journalistes quand même qui prennent des risques. Alors, mesurés par rapport aux policiers qui sont dans le Bataclan, mais il y a quand même des journalistes qui prennent des risques pour nous informer. Et je me dis, ah putain, c'est un beau métier. Je repense aussi à cet album que j'avais vu quand j'étais petit, là, de photoreporter. Et donc, en fait, le lendemain, sans carte de presse, sans rien, je vais filmer les hommages. Et j'avais envie de voir par moi-même, en fait, ce que j'avais vu à la télé la veille et de voir les gens, de sentir le truc, en fait. Donc, je vais filmer ça et ça me fait du bien. Le truc est horrible et il y a eu des morts, et voilà. Mais moi, ça me fait du bien de ressentir le truc sur le terrain. Et quelques années après, il y a les manifs Loi Travail en 2016. Et pareil, je le vois à la télé tous les jeudis, il y a des manifs et tout. Et je me dis, je vais les voir par moi-même. En fait, je ne supportais pas de le voir à travers un écran, je voulais le voir par mes yeux. Et donc, en fait, je vais filmer ces manifs-là. Et avec d'autres collègues, je fais des rencontres, parce que la première, j'y vais, c'était une manif qui était assez violente à l'époque. J'ai pas de carte de presse, j'ai pas de casque, j'ai pas de masque à gaz, j'ai rien, j'y vais vraiment en touriste. Et donc, en fait, je finis par rencontrer du monde et je comprends petit à petit qu'en fait, je peux vendre mes images, que les chaînes de télé sont intéressées par des images des manifs. Et donc, voilà, je vais au car régie comme un idiot et je toque et j'essaie de vendre mes images. Et on te dit quoi à ce moment-là? Au début, ils me prennent pour un fou. Ils me prennent pour un fou, mais ça finit par marcher parce que, en plus, j'avais déjà fait des stages. Où je commençais à faire des stages avec mon BTS. Donc, en fait, tout s'embrique plutôt bien. Et en fait, je comprends que, oui, je peux vendre des images. Et donc, je fais ça pendant tout 2016 et une partie de 2017, jusqu'à la fin de mon BTS, où je me dis, qu'est-ce que je fais après? Parce qu'en fait, mon BTS audiovisuel, c'était un BTS montage. Donc, en fait, vraiment rien à voir, lié à l'audiovisuel, mais rien à voir avec le journalisme. J'ai rien appris. Mais tu as appris quand même on apprend quand même en montage à faire de la bonne image, ça t'aide. Oui, ça, même avec les youtubeurs, je savais à peu près tourner, je savais à peu près monter. J'avais fait des jobs d'été dans une boîte de prod. Donc, j'avais la connaissance audiovisuelle, mais journalistique, pas du tout. C'est pas du tout un truc que j'ai appris. Et donc, à la fin de mon BTS, je me pose la question de est-ce que je fais une école ? Est-ce que je continue comme ça en indépendant ? Et du coup, je demande aux journalistes que j'ai rencontrés, que je connais. Et la moitié me disent oui, une école, c'est important, ça va t'apprendre des trucs et tout. Et la moitié me disent franchement, tu vas te faire chier. Est-ce que tu as croisé Rémi ? Parce que Rémi Buzine, il n'a pas fait d'école et son histoire, elle est un peu similaire à la tienne. Ouais, c'est exactement à cette époque-là que je rencontre Rémi. Je me rappelle la première rencontre avec Rémi. C'était en 2017 de mémoire. C'était la finale de l'Euro de foot. On s'est croisés. En fait, il y avait une fan zone. Donc, il y avait l'Euro de foot à Paris. Et il y avait une fan zone sur la Tour Eiffel. Et ce soir-là, il y a beaucoup plus de supporters que prévu qui essaient de rentrer. Et donc, ça finit par déborder. Les gens forcent, les policiers interviennent. Et en gros, tout le parvis de la Tour Eiffel, c'est sous lacrymo. Et moi, je me rappelle, je rencontre Rémi. Moi, je n'avais pas fait tant de manifs que ça à l'époque. Je rencontre Rémi. On se réfugie dans une cabine sous la Tour Eiffel. Habituellement, il y a les vendeurs pour vendre les billets, pour s'abriter des lacrymogènes. Et lui, il est en live avec son téléphone. Moi, je suis avec ma caméra. Et c'est là qu'on se rencontre. Je pense qu'on se connaissait des réseaux. Mais c'est là vraiment qu'on se rencontre. Et en fait, on fait l'après-midi ou la soirée ensemble sous les lacrymos. Ça forge des liens, forcément. Ouais, non, mais complètement. Et après, de là, on crée un groupe à l'époque en DM sur Twitter. Okay. Et depuis, on a 15 000 groupes WhatsApp et on passe souvent ensemble. Donc, c'est cette époque-là aussi que je le rencontre. Oui, parce que c'est drôle, vos histoires, elles se
elles se croisent parce que lui aussi, ça vient un peu des mouvements sociaux, Ouais. etc. Sauf que lui, il est parti un peu sur le live et Ouais. toi, tu as décidé de vendre tes images, Ouais. mais on sent l'envie en fait qui est commune de vouloir faire partie des mouvements et d'être dans la rue avec les gens et de faire une nouvelle forme un peu de journalisme aussi. Ouais, quoi. complètement. Et puis même nos histoires perso se croisent un peu, enfin se ressemblent un peu parce que lui aussi à l'école c'était pas simple. Donc en fait on a un passé un peu similaire, une origine de vouloir être journalisme assez ressemblable et on a commencé plus ou moins en même temps. Ouais, donc même maintenant on se voit quasi, enfin je le vois plus que ma propre mère ou mon propre père parce qu'on est souvent ensemble sur le terrain. Et ensuite, du coup, donc tu commences à vendre tes images, ça fonctionne bien. Et comment tu réfléchis à ensuite tout seul monter comme ça ton agence de presse? En fait, après mon BTS, je réfléchis à faire une école ou pas. La moitié me disent fais une école, fais pas d'école. Et en fait, je me donne 1 an pour essayer. J'étais encore chez mes parents, enfin, j'avais pas de risque à prendre. Et donc, en fait, je me donne 1 an pour en vivre. Et j'arrive à en vivre à cette époque-là. Alors, au prix de pas beaucoup voir mes amis, ma famille, de beaucoup d'heures sur le terrain, enfin, beaucoup de galères. Vie de journaliste d'actu, quoi, de terrain. Ouais, le téléphone toujours allumé. Et donc, en fait, le truc se développe naturellement. En fait, moi, je me fais de plus en plus de contacts. Je suis plus présent sur beaucoup plus d'actualités, du coup, parce que j'ai plus de temps, j'ai pas d'école ou d'études. Et le truc se fait naturellement de grossir, quoi. Tu vois, au début, je commence auto-entrepreneur. Puis après, je me rends compte que, en fait, par la carte de presse, il faut que je monte une société pour m'auto-embaucher, pour avoir un bulletin de paye avec, toutes les sortes de cartes de presse qui sont hyper compliquées. Donc ça grossit en fait naturellement avec le temps et aussi les contraintes administratives qui existent. Mais c'est fou parce que je regardais sur YouTube, tu as plus de, je crois, de 200 000 abonnés sur le compte de ton agence de presse. C'est dingue. Ouais, c'est ouf. En fait, à la base, moi, je mettais mes vidéos sur YouTube en privé pour les envoyer aux chaînes. Parce que c'était simple pour les chaînes de regarder. Et après, je me dis, en fait, pourquoi je ne mettrais pas ça en public? En plus, il y avait d'autres gens qui faisaient pareil. Donc, en fait, je mets ça en public. Mais je sens vraiment me dire qu'un jour, j'aurai une agence, que, en fait, à la base, en plus, le nom CL Press, il vient juste d'un dossier sur mon ordi. C'était, quand je bossais pour des youtubeurs, il y avait CL Prod, mais c'était vraiment un nom de dossier sur mon ordi qui n'était pas réfléchi. C'est Clément Lano Presse. Ouais. Enfin, à la base, quand je bossais pour des youtubeurs, c'était CL Prod, production audiovisuelle, tu vois. Okay. Mais c'est vraiment un nom de dossier sur mon ordi, c'était pas du tout réfléchi. Quand je commençais à faire de la presse et qu'il me faut un dossier sur mon ordi, je mets CL Press, tu vois. Et du coup, je mets mes vidéos en public sur YouTube. Et mois après mois, la chaîne, elle grossit. Et même maintenant, je me dis, putain, j'aurais pu réfléchir à un nom, tu vois, sans forcément mes initiales. Ou... Les gens, parfois, se disent, putain, mais il a mis ses initiales dedans quand même. Il a un gros melon, le gars. Il a un peu mégalo, le gars. Non, mais complètement, tu vois. Alors, en fait, pas du tout, tu vois. À la base, moi, j'avais jamais imaginé que ça serait... Après, pour le personal branding, c'est super. Hein. Oui, ça aide, tu vois, mais c'était vraiment pas du tout réfléchi. C'était vraiment un nom de dossier sur mon ordi. Et du coup, vu que tes vidéos, maintenant, elles sont publiques, ça t'aide aussi à les vendre aux chaînes. Elles peuvent directement te contacter aussi comme ça. Ouais, bien sûr. En fait, c'est devenu aussi un moyen pour les vendre. Il y a plein de médias étrangers. Par exemple, sur le Louvre, qui tombent, vu que c'est un truc qui est assez recherché, sur les réseaux, ils tombent sur mes vidéos et ça les intéresse et ils me contactent grâce à ma chaîne YouTube. Donc ouais, ça aide. Et pourquoi les rédacs, parce qu'ils ont leur JRI, pourquoi ils préfèrent faire appel à toi? En fait, les rédacs, elles ont leur JRI, mais elles n'ont pas non plus des moyens illimités. Donc parfois, en fait, il suffit juste d'être au bon endroit au bon moment. Moi, souvent, je regarde en fait sur les gros événements, par exemple le salon de l'agriculture. En fait, tout le monde est sur le président, par exemple. Moi, je vais essayer de plus faire les alentours, tu vois, de voir les gens, qu'est-ce qui se passe autour. Et c'est comme ça que sur le salon de l'agriculture, là où il y a toutes les chaînes, il y a un pool, il y a les agences de presse. Donc en fait, il y a 200 caméras sur le président. Moi, j'arrive à vendre des images sur ce qui se passe en dehors ou à l'extérieur ou à côté. Donc oui, ils ont leur GRI. Après, il y a beaucoup de chaînes qui ont de moins en moins de GRI. Mais tu arrives quand même à être présent sur des endroits qui ne sont pas forcément couverts, moins couverts, ou donc plein de trucs comme ça, ouais. Ouais, je dirais justement, c'est quoi ton conseil pour être le meilleur journaliste d'actu de terrain, d'être toujours là? Parce que, quand j'ai discuté avec des journalistes pour dire que tu venais sur le podcast, ils me disaient, mais on voit sa tête souvent à Clément, et en fait, il est toujours partout. Ouais. Comment tu fais? Je dors pas beaucoup. Il y a deux choses. Il y a un amont du terrain, c'est beaucoup de veille, beaucoup de réseaux, beaucoup de recherche. Être tout le temps joignable. Combien de fois on m'arrivait au milieu de la nuit parce qu'il y avait une grosse actu, là, je sais qu'en plus, les chaînes, elles dorment, donc là, je peux avoir de l'avance. Et après, sur le terrain,
Moi, je regarde toujours qui fait quoi, qui filme quoi, et j'essaie de me mettre à l'opposé. Tu m'as Et- dit ça pour le Louvre, je crois. Tu avais fait ça aussi. Là, Ouais. pour il y a pas longtemps, le cambriolage. Il y a un truc tout bête, c'est que donc il y a le Louvre qui se fait cambrioler un dimanche matin, et en fait donc t'as la rue, c'est pas Rivoli, c'est la rue d'à côté, j'ai pas le nom en tête. Bref, t'as le grand boulevard où il y a le dispo policier, et en fait toutes les chaînes se mettent sur la gauche pour faire leur duplex, et en gros avoir la fenêtre du Louvre dans le fond. Et moi je regarde ça, et en fait à droite il y avait la police scientifique, et il y avait personne qui filmait. Parce qu'en fait, toutes les chaînes étaient sur leur duplex, sur le direct, sur l'instantané et tout. Et donc moi, je me fous à droite, je fais mes images et je pense à l'après pour les docs, pour les voilà, de se dire, l'image de la police scientifique, elle est pas mal quand même. Ils ont ramassé les casques, les machins. Ça, c'est un peu quand même une pensée de monteur. Hein. Tout de suite, Tu tu penses penses... Je sais ouais. Je sais pas, mais moi, c'est des réflexes que j'ai de me dire, ok, tout le monde filme ça, qu'est-ce qui est à côté qui n'est pas filmé, tu vois. Et donc en fait, je filme ça. Et à un moment, ils partent, donc voilà. Et en fait, moi, j'envoie ces images-là. Et après, tous les JT, toutes les chaînes d'infos m'ont repris ces images-là de la police scientifique. Parce que les chaînes infos, les JT, ils ont envoyé une caméra pour faire un duplex. Et donc, du coup, ils peuvent pas être partout. Et moi, j'essaie d'être là, d'être sur le pas de côté, là où elles sont pas allées. Et tu parlais tout à l'heure de carte de presse. Ouais. Je crois que c'était compliqué et je pense que c'est encore compliqué aujourd'hui parce que ton métier, nos métiers, ils sont un peu neufs, ils rentrent pas forcément dans les cases. Et j'avais 2 questions parce que je sais que c'était difficile pour l'avoir et je sais que tu as une anecdote assez drôle de comment tu as fait pour l'avoir. Justement, raconte-nous un petit peu. En fait, pour la carte de presse, il ne suffit pas d'être journaliste. Il y a plein de journalistes qui n'ont pas de carte de presse et qui font un très bon travail. Pour l'avoir, il faut présenter à la commission de la carte de presse des bulletins de salaire en tant que journaliste. Moi, quand j'ai commencé à vendre mes images, j'étais auto-entrepreneur. Et donc, en fait, je vendais mes images à toutes les chaînes, à TF1, France Télé, M6, Le Parisien, ce que tu veux. Et donc, je suis arrivé avec ma centaine de factures à la commission de la carte de presse. J'ai dit, coucou... tenez les factures, ça prouve que je fais un travail de journaliste puisque tous les médias achètent mes images. Et ils m'ont dit, non, il faut des bulletins de travail. Et donc j'étais là, ok, je n'avais pas forcément trop étudié le truc au début, mais je ne comprenais pas, quoi. Pour moi, c'était légitime. Et donc en fait, ça, c'est arrivé au bon moment parce qu'en 2018, il y a le scandale sur Benalla qui sort. Et moi, là, complètement par hasard, c'est vraiment de la chance. Il se trouve que j'ai filmé Benalla le 1er mai avec une radio de police et un brassard de police. Et donc, quand je me rends compte que j'ai cette image, je comprends assez vite que... Mais tu t'en rends compte après, au final, sur le moment, tu sais non, pas que du tu tout. filmes Benalla. Parce qu'en gros, il y a la manif du 1er mai où il y a Benalla qui fait des manifestants et il était dans la manif aussi avant. Et donc, moi, je fais ma couverture habituelle et c'est en juillet, je crois, que le scandale sort avec la journaliste du Monde qui révèle que cette personne qui a frappé des manifestants est un proche du président. Et donc moi, ce soir-là, je regarde disque dur, je regarde tous mes rushs et je tombe sur cette image de Benalla avec la radio, etc. Puis on le voit bien, j'ai vu les images big plan. Mais oui, il passe devant moi. Et moi, ce jour-là, quand j'ai filmé, je me dis, mais en fait, c'est un policier en civil. Je capte pas du tout. Et là, c'est jackpot un peu. Ouais, et du coup, j'envoie un mail au rédac en disant coucou, j'ai Benalla qui a un brassard police. Est-ce que vous êtes intéressé? Et là, c'est avalanche de mails, d'appels et tout. Et vu que juste avant, je venais de me faire refuser ma carte de presse parce que j'avais pas de contrat, j'ai dit à toutes les rédactions, ok, vous voulez cette image-là exclusive, vous me faites un contrat de travail, une pige, comme on dit, pour diffuser cette image-là. Et au début, ça râle, quoi, parce que ça leur coûte plus cher. C'est plus d'administratif et surtout, en fait, c'est pas du tout dans leur process parce que pour faire un contrat de travail, habituellement, c'est un journaliste qui est engagé par la rédaction pour faire ce qu'on leur dit de faire, qui va à la rédaction, voilà. Et moi, je n'allais pas à la rédaction, je faisais pas ce qu'on me disait de faire. Tu changes un peu les codes. Ouais, je casse complètement le truc, tu vois. Et je tiens le truc en disant, si vous voulez ces images-là, c'est une pige ou sinon, tant pis, je la garde pour moi, quoi. Et donc, il y a des rédactions qui suivent le truc, des rédactions qui râlent, mais qui finissent par faire une pige en bonne et due forme. Et donc, c'est comme ça que j'ai eu ma première carte de presse, un peu grâce à Benalla. Parce que j'allais dire, est-ce que tu aurais pensé qu'un jour tu aurais ta carte de presse grâce à Benalla? Non, pas du tout. Mais donc, c'est un peu grâce à ça, puis en faisant le forcing. Là, c'est de la chance aussi, tu vois, parce que cette image-là, si je l'avais pas eue, j'aurais sûrement pas eu ma première carte de presse. Et pourquoi c'est important quand tu es en manif d'avoir une carte de presse? Parce que au final, c'est un bout de papier. Moi, je l'ai jamais eu, tu vois, j'étais réalisatrice de reportage. J'étais considérée comme réelle, même si je suis journaliste. Aujourd'hui, j'ai mon podcast, j'ai pas de carte de presse, mais ça me bloque pas, en fait, dans mon travail. En manif, c'est différent? En fait, en manif, c'est important parce que vis-à-vis des policiers,
Pour eux, c'est en soi, je comprends leur point de vue de se dire, il y a un bout de papier avec marqué presse. Donc, s'il l'a, il est journaliste. S'il l'a pas, il n'est pas journaliste. Alors qu'en fait, c'est beaucoup plus compliqué. Il y a plein de journalistes, t'en es l'exemple, qui n'ont pas de carte de presse. Donc, en fait, c'est important, notamment en manif, pour passer les barrages, pour passer les contrôles. Ça dépend des manifs, mais parfois, quand tu n'as pas de carte de presse et que tu as un casque, ils te le prennent. Donc, c'est chiant. Un masque à gaz. Dangereux, ouais, dangereux, oui. Le masque à gaz, c'est pareil. Donc en manif, c'est bien pratique. Et puis, c'est pratique aussi pour aller se faire accréditer à l'Élysée, se faire accréditer au Salon de l'Agriculture. Enfin, pour plein de trucs, c'est hyper utile, quoi. Et ça fait combien de temps que tu l'as aujourd'hui ? Je l'ai eu en 2018, donc ça va faire 7-8 ans. Bravo. Ouais, j'ai une collection de cartes de presse à la maison. J'ai vu sur ton Insta que tu les postais. Ouais, je les garde, mais non, j'en suis fier parce que en tant qu'indépendant, en n'étant pas embauché par une rédaction au quotidien, c'était vraiment pas évident. Et du coup, maintenant, après, j'ai monté ma boîte et je me suis je passe les détails, mais je me suis auto-embauché et j'ai m'auto-fait un contrat de travail tous les mois. Mieux servi que par soi-même. Ouais, mais je suis obligé de me faire un bulletin de salaire tous les mois avec marqué journaliste, maintenant directeur, mais... Et pareil, quand j'ai monté ma boîte, pendant longtemps, c'était ma mère qui était directrice de l'agence parce que je pouvais pas être directeur et journaliste. Il fallait une ancienneté, machin, pour être directeur d'agence. Enfin, donc en fait, c'est... Pas adapté. Ouais, c'est énormément de temps, d'heures, même d'argent, parce qu'avec des avocats et tout, pour étudier les trucs, pour rentrer dans les clous. Mais c'est vrai que sur le terrain, moi, elle m'est indispensable. Et tu parlais de casques, etc. On a vu certaines images de manifs qui pouvaient être, tu vois, un peu violentes. Est-ce qu'une fois tu penses que tu as risqué ta vie ou que tu as été en danger ou que tu as eu peur pour toi en manif ? J'ai déjà eu peur en manif ou sur des événements que j'ai couverts. Après, j'ai jamais eu le sentiment d'avoir risqué ma vie. Si tu veux, il y a des journalistes qui vont en Ukraine, qui vont sur des conflits. Là, oui, clairement, ils risquent leur vie. Moi, je peux pas dire ça. Enfin, j'ai eu peur d'être blessé. J'ai déjà été un peu blessé et tout, rien de grave. Mais j'ai pas eu peur de perdre la vie dans une manif ou sur un événement que j'ai couvert. Mais j'ai vu des photos de gros bleus quand même. Tu t'es fait tirer dessus. C'était en 2020, je sais plus. C'était après le Covid. La photo dont tu parles. En gros, c'était juste après le Covid, mais il y avait encore... Donc, on pouvait sortir, mais il y avait encore les restrictions de on peut pas se rassembler, etc. Et en fait, il y avait une free party en Bretagne, je crois, ou en Bretagne, Normandie, selon les... Et donc, en fait, je vois qu'il y a un gros rassemblement qui se prépare, et c'était aussi pour rendre hommage à Steve Mayakaniko, qui était un jeune qui a été mort pendant la fête de la musique, après une intervention de police. Et donc, je sens qu'il va y avoir beaucoup de jeunes qui vont se rassembler, qu'à la fois, c'est interdit. Donc, en fait, je vais voir ça. Et en gros, donc, effectivement, on fait la route, on arrive dans un champ vraiment en plein milieu de la nuit. Et la police essaie de disperser ces jeunes. Et en fait, c'est que des jeunes qui viennent faire la fête, qui sont pas venus affronter la police tant que ça. Enfin, il y avait des profils plus extrêmes, et la majorité, c'était des jeunes qui venaient faire la fête et qui comprenaient pas, en fait, pourquoi la police intervenait pour les disperser. Et en fait, la police, vraiment, ça gaze de partout, ça lance des grenades. À un moment donné, ça lance dans le noir, dans un champ, il y a une grenade explosive avec de l'explosif qui est lancé. Et il y a un jeune qui ne connaît pas, en fait, ces pratiques, ces grenades, qui essaie de la renvoyer. Et en fait, la grenade explose et il perd sa main. Et là, on est dans un champ avec énormément de jeunes qui ne sont pas habitués aux manifestations, qui ne comprennent pas pourquoi il y a cette personne qui a perdu sa main. Et qui sont tous choqués, en fait, autour. Ouais, tu m'étonnes. Et en fait, on était 3-4 journalistes. Et en fait, c'est nous qui prenons le blessé et qui l'exfiltrons, en fait, en dehors de la zone de danger, parce qu'on est dans un champ. Enfin, les pompiers peuvent pas venir là. Donc, on l'exfiltre sur le parking. Et en fait, moi, j'ai la bonne idée de me dire, il y a des gendarmes. Techniquement, ils sont censés nous protéger. Enfin, voilà. Moi, je suis pas un manifestant, je suis un journaliste. Donc, en fait, je retire mon casque, etc. Je prends ma carte de presse et je m'avance dans un coin calme vers les gendarmes pour leur dire qu'il y a un blessé grave et qu'il faut faire un truc. Et j'avais les mains levées, en fait. Et du coup, en fait, j'avais les mains comme ça. Et en fait, je prends un tir de LBD. Je sais pas si tu peux mettre la photo au montage. Ouais. Et je prends un tir de LBD sur le... Ouais, parce qu'elle est impressionnante, la photo. Sur le bras. Et en fait, là, je suis dans un champ. Je sens un projectile et je sais pas ce qui vient après. Du coup, je me jette par terre dans des buissons... pour fuir ce qui vient de m'arriver. Okay. Et en fait, le lendemain, je regarde, j'ai un bleu, mais genre énorme. Et c'est qu'un bleu, tu vois. Enfin, en vrai, c'est impressionnant, mais c'est qu'un bleu. Et rien de grave, j'ai mis de la pommade. 3 semaines après, j'avais plus rien. Mais c'était une des mes aventures, ou même avec ma carte de presse et tout, j'ai pas très bien fini la soirée, quoi. Mais tu m'étonnes. Ouais. Et est-ce que tu as une... je me disais, est-ce que forcément, quand on est journaliste, on a... derrière une envie un peu d'aider les gens, de changer les choses. Est-ce que tu as une anecdote ou une fois, ou peut-être il y en a plusieurs, où tu t'es senti vraiment utile, où tu as senti que ton métier, tu vois, il servait à quelque chose ?
J'ai pas d'exemple précis, mais sur plein de choses où tu arrives avant que le truc soit médiatisé, bah, tu te sens utile en fait. Typiquement, par exemple, les agriculteurs, avant qu'il y ait la grosse crise là, il y a 2 ans, moi je les couvrais le dernier que j'ai fait, c'était avant. La crise était en janvier, et moi dès octobre-novembre, j'allais les voir. Je suis allé à Avignon notamment voir des viticulteurs qui faisaient des manifs et tout, qui étaient en colère à l'époque, mais personne ne parlait d'eux, tu vois. Et quand tu vas les voir et que tu dis, ouais, je suis journaliste, je viens de Paris et tout pour couvrir. Bah, en fait, les gens, ils ont la lumière dans les yeux, quoi. Tu sens que vraiment ça leur fait plaisir et que tu ne pourras pas forcément les aider à changer leur vie, mais ils sont contents d'avoir quelqu'un qui s'intéresse à eux, quoi. Et ça, pour plein de trucs où tu arrives avant que ce soit un sujet couvert par tout le monde, où tu arrives avant et tu vois que les gens sont contents. Et parfois même, ils ne comprennent pas, tu vois, que tu arrives, que tu es journaliste et que tu t'intéresses à eux. Et donc, ça, c'est toujours agréable de se dire, on ne pourra pas forcément faire qu'ils aient leurs revendications, changer leur vie, mais au moins, on leur donne la parole et ils ont le sentiment d'être écoutés. Et est-ce que ça t'arrive, parce que je sais que ça arrive aussi pendant des manifs, et parfois à juste titre, parce que les journalistes et les médias sont pas du tout parfaits, est-ce que ça t'est arrivé d'avoir des gens qui pouvaient être réticents, à qui t'as dû un peu discuter, ou envers les journalistes? Ouais, en fait, ça arrive souvent que les gens veulent pas te parler parce que t'es journaliste et que ils ont une image qui est pas bonne. Et parfois, il y a des bonnes raisons. Parfois, parfois, c'est aussi un truc qui se crée et qui est pas forcément... Ils généralisent des choses. Donc, en fait, c'est un truc où tu discutes avec les gens. Moi, je leur explique que je suis indépendant, que je mets les images sur les réseaux, que je vends mes images, que je peux pas leur garantir que toutes les télés vont parler d'eux ou les médias, ou enfin peu importe, mais que moi, à mon niveau, en fait, si on fait une interview d'1 quart d'heure, je vais mettre 1 quart d'heure d'interview sur ma chaîne YouTube, et ce qu'ils ont à dire, le message il sera passé, et les gens qui regarderont se feront leur propre idée. Après, voilà, je peux pas décider que telle chaîne parle d'eux ou tel média, enfin voilà, mais je leur explique et en général, ils apprécient ça, tu vois. Puis après, moi, je leur envoie les images. Et ils sont contents de voir que voilà, j'ai pas pris 10 secondes dans l'interview. Et tu leur envoies les images? Ouais, souvent, les gens sont demandeurs souvent d'aller voir, tu vois. Ou même parfois, ils connaissent la chaîne et ils se disent « Ah ok, c'est bon, on peut lui parler. On sait que toute l'interview sera diffusée, il va pas prendre la mauvaise question, voilà. » Et moi, après, souvent, en fait, je prends ce truc-là et quand je contacte les chaînes pour parler de ce que j'ai couvert, je leur explique, tu vois, et souvent, moi, je vérifie, tu vois, que mes images ne soient pas utilisées n'importe comment. Mais ça, est-ce que tu as un deal avec les chaînes ou comment tu fais? Non, moi, en fait, je peux pas, enfin, même physiquement, je peux pas vérifier, tu vois, quand je fais une manif ou peu importe, une action, ce que tu veux, un procès, je peux pas vérifier que les 50 000 chaînes à qui enfin, tu vois, je peux pas. Mais moi, je fais un mail vraiment très précis où j'explique ce qui s'est passé, j'explique pourquoi les gens, enfin, tu vois, et souvent, même les Red Chefs après m'appellent, et donc il y a un échange qui se fait et qui fait que quand mes images sont utilisées, ça, c'est pas trop mal utilisé, quoi. Globalement, je fais attention. Et c'est arrivé 2-3 fois sur, je crois, des manifs où le commentaire correspondait pas précisément à ce qui s'est passé. Moi, j'appelle direct et je gueule. Enfin, tu vois, c'est mes images, j'ai la responsabilité. Et c'était toujours corrigé après, derrière, très rapidement. Donc, je fais... parce que ça doit être difficile de dire, il faut garder sa déontologie. Et après, tu passes les images à quelqu'un d'autre, quoi. Après, tu vois, les chaînes, elles ont l'habitude parce qu'il y a quand même les agences traditionnelles. Il y a l'AFP, il y a Reuters. Donc, ils savent reprendre des images qui sont pas forcément tournées par les journalistes maison, mais c'est impossible de tout surveiller. Oui, bien sûr. Mais j'essaie de surveiller. Et même souvent, ce qui arrive, c'est que c'est plutôt même des militants sur les réseaux qui reprennent mes images et qui leur font dire Et moi, je réponds à chaque fois. Alors parfois, je signale. C'est compliqué toujours de. Parce qu'ils n'ont pas les droits en plus. Ouais, moi, on a fait sauter énormément de comptes TikTok, notamment avec la crise des agriculteurs qui reprenaient nos images. Et par exemple, des images d'il y a 2 ans qui les remettent maintenant en mode « Ah, regardez, ils se mobilisent », tu vois. Moi, le formulaire de droit d'auteur sur TikTok, je le connais par cœur. Non, mais on a fait sauter plein de comptes, tu vois, ou sur Twitter, je réponds et je leur dis qu'ils racontent de la merde, quoi. Oui, parce qu'en fait, on peut très facilement manipuler des images, surtout avec les réseaux sociaux, sortir de leur contexte, etc. aujourd'hui. Ouais, là, il peut y avoir énormément de manipulation. Après, moi, ce que je dis, c'est que je préfère. S'ils ne manipulent pas mes images de journaliste, ils manipuleraient des images amateurs et la personne derrière pourrait contredire, tu vois. Donc, limite, je préfère qu'ils manipulent mes images. Moi, je peux signaler, commenter. Enfin, tu vois, je peux faire mon taf de journaliste derrière. Et sur des événements où, si j'étais pas là, ils prendraient des images amateurs. Et là, personne peut... S'il y a que des images amateurs, c'est qu'il n'y a pas de journaliste. Et donc, du coup, personne ne peut dire il s'est vraiment passé ça, tu vois. Donc, j'essaie de passer un peu de temps, moi, à vérifier ce qui se fait de mes images et à intervenir s'il faut. Et une autre anecdote, est-ce que tu as une idée de ta plus belle rencontre dans ta carrière de journaliste ? Je pense que c'est ma copine. Ah oui, c'est vrai, je m'y attendais pas, ok. Tu penses à quoi ? Je sais pas. Non, en gros, je vais pas être très précis dessus, mais en gros, j'ai rencontré ma copine pendant les Gilets jaunes. Ok.
C'est original. Ouais, elle est pas journaliste, mais elle est caméraman, en gros, pour résumer. Ok. On s'est rencontrés dans les lacrymos Ok. pendant l'acte... Très romantique. Ouais, pendant l'acte 2 des Gilets jaunes. Et c'est un appui hyper précieux parce que mon quotidien, il y a quand même beaucoup de pression. Toi-même, tu connais ça aussi à ton niveau, où tu es tout seul pour tout gérer. Et donc, avoir quelqu'un au quotidien qui connaît à peu près dans quel univers tu évolues et qui comprend... Enfin, combien de fois on m'a réveillé au milieu de la nuit pour aller bosser? Je pense pas que tous les gens comprennent ce genre de contraintes. Donc, c'est trop bien. Enfin, c'est hyper précieux et ça m'aide sur plein de trucs. Enfin, elle m'aide sur plein de trucs parce déjà, elle accepte mon boulot, tu vois, ce qui est pas... Ouais. Puis elle connaît l'univers aussi dans lequel j'évolue, donc c'est hyper précieux. Ouais, c'est vrai que ça doit pas être facile d'avoir une vie perso quand t'es réveillé pendant la nuit. T'as dû déjà annuler des vacances ou des choses comme ça. Ah, mais alors des vacances, non. Après, il m'est arrivé de bosser 2-3 jours pendant les vacances. Parce J'ai que... vu là que tu bossais pendant tes dernières vacances. Ouais, bah en fait, j'ai eu l'énorme chance d'avoir une amie journaliste qui cherchait quelqu'un pour garder ses chats à New York pendant 13 jours. Moi, on m'a dit ça, j'ai 13... Enfin, parce que les hôtels à New York sont hors de prix, donc là, j'avais le logement gratuit, donc j'ai eu la chance de passer 10 jours à New York. Et il y avait Maduro qui était à New York, donc j'étais obligé de faire un petit détour d'une journée au tribunal pour aller couvrir ça. Mais oui, bosser pendant les vacances, ça m'arrive de temps en temps, annuler des anniversaires. Enfin, en 2017, quand j'ai commencé, j'ai pas vu beaucoup mes potes. Enfin, tu vois, j'étais tout le temps sur le terrain. Même parfois, il y avait rien, mais j'avais peur qu'il y ait un truc, donc je préfère rester à Paris plutôt que, tu vois, partir en vacances ou voilà. Et c'est une pression que je me suis mis et je la regrette pas. Après, tu vois, je me dis si j'avais pas fait ça, ma vie aurait été peut-être complètement différente, Ouais. tu vois. Mais comment tu fais aujourd'hui pour protéger un peu ta vie perso, même ta santé mentale, parce que ça fait 10 ans, donc Ouais. pendant 10 ans, tu peux pas, enfin, je sais pas, possible, tu peux avoir un rythme comme ça, Ouais. mais c'est quand même dur, quoi. Bah, en fait, j'ai eu pas mal quelques downs, notamment après la réforme des retraites, où là, on a énormément bossé. Il y avait les manifs, toute l'actualité à côté. Et puis, il y a en plus des manifs syndicales, il y avait les manifs aussi le soir, beaucoup. Dans Paris, il y avait des manifs spontanés. Et donc, du coup, en fait, pendant 3 à 4 mois, c'était super dur. Et en fait, et en plus, après, il y a eu les émeutes à Nanterre après la mort de Naël. Et là, du coup, moi, je partis en vacances 1 mois et demi et ça ne m'était jamais arrivé. Tu vois, c'est la première fois, je ne sais plus quelle année, c'était 2023, je crois, où j'avais pris autant de vacances parce que j'avais besoin de tout couper, tu vois. Sinon, je pense que j'arrêtais tout, tu vois. Et même plein de fois... Là, je suis dans une période où j'essaie de faire travailler plus de journalistes avec moi pour justement me décharger un peu et pas toujours avoir la pression. Mais c'est beaucoup trop compliqué, tu vois. Et en ce moment, je passe plus de temps à faire de l'administratif, à faire des mails et tout. Et parfois, je rate des trucs sur le terrain parce que j'ai des rendez-vous pour gérer des trucs comme ça. C'est pas forcément facile, tu vois. Et en fait, les gens se disent « Ah ouais, Clément, il est tout le temps partout, c'est trop bien, c'est génial. » Moi, j'ai l'impression que t'es partout. Ouais, non, mais c'est j'essaye, tu vois. Mais il y a un côté un peu plus sombre aussi à ça, où en Oui, fait... bien sûr. bah oui, ta famille, tes proches. C'est beaucoup d'administratif aussi, tu vois. Et à ce moment, genre, c'est vrai que là, ça va mieux. Je peux partir un peu avec les fêtes, mais avant la fin d'année, là, j'ai passé plus de temps à faire des mails, à m'arracher les cheveux, à des trucs administratifs qui m'intéressent pas, tu vois, plutôt qu'être sur le terrain avec les gens. Et c'est pas forcément facile tout le temps, tu vois. Bon, après, je suis content. Ça veut dire que mon agence, elle marche et que j'arrive à faire mon truc. Mais c'est énormément de pression, tu vois, à gérer, en plus de gérer l'actu sur le terrain et d'être présent, quoi. Et comment tu sais qu'il y a une bonne actu? Est-ce que tu te fais un calendrier de tout? Parce que je sais que pour, par exemple, planifier aujourd'hui, on a essayé de checker qu'il n'y ait pas trop de grosses actus. Au final, il y en a une, on a déplacé. Comment tu fais pour savoir qu'il y a une actu qui va tomber? Ou est-ce que tu as des gens ici qui t'informent? Bah, en fait, ouais, j'ai un calendrier. J'ai un calendrier où je sais de mettre le plus tôt possible tout ce que je vois qui peut arriver, quitte à bloquer des journées pour rien, tu vois, mais au moins, je prends pas d'engagement et voilà. Puis après, avec d'autres collègues journalistes, notamment à Grémy, tu vois, on s'échange beaucoup de trucs pour se partager parce qu'en fait, vraiment tout seul à 100%, c'est pas possible d'être sur le terrain, de gérer tout l'à côté, de voir ce qui va arriver et tout. Donc, on s'échange pas mal de trucs. Et puis après, c'est beaucoup de dernières minutes. Enfin, tu vois, le truc la dernière fois où on devait se voir la semaine dernière. Et puis en fait, les agriculteurs ils décident de monter à Paris. Et du coup, bah, moi, je pensais en fait, pour être transparent, je pensais me lever à 6h pour aller couvrir les agris et après faire le podcast ensemble. Waouh! Finalement, en fait, ils décident de venir à Paris plus tôt et je fais une nuit blanche avec eux de 19h à 8h le lendemain, tu vois. Donc en fait, c'est beaucoup de dernières minutes et ouais, bah, heureusement, j'ai des proches, ma famille, malheureusement, ils ont l'habitude, tu vois.
quand je prends des rendez-vous, j'essaie toujours de prévenir que peut-être, voilà. Après, ça va, je connais les risques. Quand j'invite un journaliste d'actu, c'était pareil avec Rémi. Mais bon, ça fait partie de votre job, on peut pas vous en vouloir. Ouais. Mais c'est, t'es compréhensif, tu vois, mais il y a aussi des gens qui comprennent pas, tu vois. Et je sais que je me suis coupé, moi, d'amitié et tout, de gens qui. En fait, t'as pas le temps de prendre de nouvelles. Quand tu es censé les voir, tu vois, et donc, du coup, tu t'éloignes de gens. Ça fait partie un peu des côtés un peu plus sombres, tu vois, de nos métiers, mais on essaie de gérer au mieux, tu vois, et quand il y a une période calme, de se rattraper. Enfin, il y a des périodes, tu vois, l'année dernière, en janvier, j'ai quasiment pas bossé, tu vois, donc j'ai pu rattraper, voir tous mes potes. Mais est-ce que t'étais serein? Parce que t'as tellement l'habitude d'être à fond. Non, mais en fait, ça, en fait, j'ai pas tant bossé que ça. Mais t'as quand même une pression de se dire, putain, j'ai pas bossé depuis une semaine, 2 semaines. Est-ce que c'est moi qui suis plus bon et qui rate des trucs? Est-ce que ça va être comme ça? Parce que c'est hyper exigeant, ça demande des sacrifices et tout, mais on adore, tu vois, être sur le terrain. Moi, j'adore être sur le terrain. J'adore me lever à 6h et rentrer à 22h. Enfin, tu vois, c'est un truc qui me fait vibrer, d'être au contact des gens, de médiatiser leur lutte et tout. Et ça, que quand ça s'arrête, ça te manque, tu vois, quelque part. Et t'as l'impression de plus servir à quelque chose, quoi, d'être inutile. Est-ce que tu pourrais faire un autre métier aujourd'hui, tu crois? Je sais pas, franchement, c'est dur. Je sais que, tu vois, j'ai 28 ans, j'ai encore le temps, mais je sais que, tu vois, quand j'aurai 50 ans et tout, je pourrais pas être autant sur le terrain, autant actif et tout. Mais c'est pour ça que j'essaie de construire mon agence et de pérenniser tout ça. Mais je me vois pas, même dans une rédac, tu vois. Enfin, moi, tu mets dans une rédac 3 jours, je finis un burn-out. Enfin, je pense que c'est vrai. Enfin, je sais pas si c'est pas fait pour moi, mais je sais que je suis tellement habitué à ce que je fais maintenant que j'aurais beaucoup de mal, tu vois, à être dans un bureau toute la journée et rester enfermé. Donc, tu as une chaîne YouTube à toi et dedans, tu racontes que tu as aidé Hugo Décrypte à monter sa chaîne YouTube. C'est ouf, je savais pas du tout. Ouais, en fait, c'est quand j'étais encore au lycée et au BTS, où en gros, je sais plus exactement comment on s'est rencontrés, mais en gros, on s'est rencontrés après mes premiers sujets, mais les hommages que j'ai faits après le Bataclan, etc. Et donc, en fait, je bossais pour des youtubeurs et lui voulait lancer sa chaîne. Et moi, je m'intéressais à l'actu. Donc, en fait, il a fait appel à moi pour l'aider à lancer sa chaîne. Donc, les, je sais pas, 30, 40 premières vidéos, on les a fait ensemble. Okay. Où moi, j'étais juste sur la partie cadreur-monteur. Parce que tu vois, à l'époque, même à l'époque, tu vois, je me sentais pas d'écrire un script, de faire un travail journalistique comme ça. J'étais vraiment juste cadreur-monteur. Donc, je l'avais aidé à. J'avais un intérêt pour l'actu, mais je l'avais juste aidé sur la partie cadrage et montage. Ok, et c'est drôle aujourd'hui de voir les trajectoires et qu'aujourd'hui vous êtes établis un peu tous les deux dans le journalisme. Surtout que c'est drôle parce que moi je donne des cours parfois en école et alors globalement à peu près tous les jeunes aujourd'hui s'informent grâce à Hugo Décrypte. C'est assez fou aussi son ascension et de voir l'évolution des médias aujourd'hui. Ouais, c'est ouf qu'il ait percé. Après, franchement, dès le début, ça a eu quand même son succès et ça a monté petit à petit. D'ailleurs, moi, j'ai arrêté après de bosser avec lui parce que j'avais moins de temps pour lui et je voulais faire plus de terrain, donc c'était plus forcément compatible. Mais il a complètement percé et il est trop fort. Et comment j'entends beaucoup, on pose beaucoup cette question sur créateur de contenu, journaliste, carte de presse, pas carte de presse. Pour toi, c'est quoi un journaliste? Comment tu le définirais? Déjà pas par la carte de presse, on en a parlé tout à l'heure. Et après, sur l'aspect créateur de contenu, en fait, je me rends compte, en parlant beaucoup avec les jeunes que je peux croiser sur le terrain ou sur les réseaux, que les jeunes font de plus en plus confiance à une personne plutôt qu'à un média, tu vois. Et je pense que ça vient aussi, il y a aussi beaucoup de défiance contre les médias traditionnels là-dessus. C'est qu'ils vont plus faire confiance à Hugo, qui vont suivre pour sa personnalité, pour le voir lui et son équipe. Ils vont suivre Brut pour Rémi, tu vois, qui voit sur le terrain, au milieu des événements, etc. Et il y a beaucoup de gens qui me suivent et je reçois pas mal de messages aussi de se dire « Ah, trop bien, on suivait ta chaîne sur YouTube, mais maintenant j'ai ma chaîne perso où je suis un peu plus incarné. » Ils me disent « Ah, c'est trop bien de voir ton visage et tout, c'est cool. » Enfin, et je me rends compte que les gens font plus confiance à une personnalité, à quelqu'un où ils peuvent savoir d'où il vient, qui il est, comment il bosse. Et ça crée un rapport de confiance qui est plus important, j'ai l'impression, qu'à travers les médias traditionnels. Ouais, pourquoi tu penses que ça évolue comme ça? Je sais pas, je pense que c'est une question aussi de nouvelles générations, des nouveaux formats, tu vois, avec TikTok, ou pour qu'un TikTok marche, on a envie de voir la tête de la personne, de la voir nous raconter le truc. Je pense que ça a beaucoup participé, ouais.
Et pourquoi toi, du coup, tu as décidé de lancer ta chaîne YouTube? Salut, c'est Clément. Aujourd'hui, je vous emmène dans ma journée de journaliste. On va commencer la journée par aller à l'Elysée pour le premier conseil des ministres du gouvernement de Sébastien Lecornu. Et on ira ensuite voir des agriculteurs qui manifestent contre le Mercosur. Et puis on finira à l'Assemblée nationale pour le discours de politique générale de Sébastien Lecornu. Je vais essayer de vous montrer tout ce que vous voyez pas à la télé. En fait, je l'ai lancé pendant la réforme des retraites, où j'ai passé beaucoup de temps sur le terrain. Et j'avais envie de raconter ce que je voyais, tu vois. J'avais fait des heures et des heures de manif, des heures et des heures d'images sur YouTube. Et j'avais envie de juste faire un peu un carnet de bord, tu vois, où j'ai fait une vidéo sur la Bravem, la première. Parce qu'en fait, tout le monde en parlait sur les réseaux. Et en fait, pas grand monde qui en parlait la voyait au quotidien, tu vois. Et donc, j'avais fait cette vidéo en fait, c'est qui ces policiers à moto qui sont parfois très violents, qu'est-ce qu'ils font, quelles sont leurs missions, qu'est-ce qu'ils font quand il n'y a pas de manif, d'où est-ce qu'ils viennent. Parce qu'en fait, quand j'allumais la télé ou que je regardais sur Twitter, tout le monde en parlait, mais personne ne les avait autant vus que moi, tu vois, limite. Donc, c'est parti de ça. Et puis après, j'ai fait plusieurs formats où sur le terrain, en fait, je raconte ce que je vois, tu vois. Parce qu'en fait, il y a plein de fois où sur une manif, je vais filmer, 2 heures de manif, j'ai avoir des super témoignages ou des super images. Et en fait, elles sont noyées dans ma chaîne YouTube CL Presse au milieu de 2 heures d'images. Et beaucoup de gens regardent ces 2 heures d'images, mais ça fait quand même beaucoup à regarder. Et donc, j'avais envie de trouver un format, tu vois, pour mettre un peu en valeur les bonnes interviews que j'ai faites, les images mignonnes, les images fortes, même parfois les images qui n'intéressent pas du tout les grands médias, tu vois. En 2023, je suis parti en Martinique couvrir la crise de la vie chère. Et en fait, à l'époque, même pendant cette période, personne n'en a parlé dans les grands médias. C'était un truc hyper sous-traité. Et du coup, je suis rentré à Paris et je me suis dit, vas-y, je vais faire un truc pour raconter sur ma chaîne. Et c'est une des vidéos, je pense, les plus vues de ma chaîne YouTube parce que c'est un sujet qui n'est pas abordé. Les gens, il y a des super témoignages. C'est un vrai sujet où tout le monde peut se reconnaître dedans. Et donc, j'avais envie de mettre un peu en valeur et de raconter ce que je voyais sur le terrain. Ça veut dire que tu as quand même envie de mettre un peu ta patte aussi et tu vois qu'il y a peut-être certains médias tradis où tu as des sujets qu'on traite pas. Tu as envie aussi, toi, de participer à peut-être mettre en valeur des gens qu'on n'entend pas. Ouais, c'était typiquement la Martinique, c'était ça, tu vois. C'était un truc que moi, à l'époque, je le voyais sur Twitter, tu vois, et je me dis, putain, mais c'est ouf ce qui se passe là-bas. En plus, il y avait que les images de violence et il y avait que des images de violence, tu vois. Et du coup, moi, j'ai un pote qui allait là-bas et qui connaissait du monde et tout, donc je dis vas-y, je viens avec toi et on a bossé à deux là-bas. Et ouais, j'avais envie de comprendre ce qui se passait là-bas et pourquoi les gens étaient en colère, pourquoi il y a des prix aussi chers en Martinique et voilà ce qui se passait parce qu'on n'en parlait pas du tout dans les grands médias. Et du coup, je me suis dit, vas-y, je fais une vidéo sur ma chaîne YouTube où je vais raconter en fait ce que j'ai vu et que oui, alors il y a des émeutes, il y a des violences, mais c'est pas que pour la vie chère, c'est beaucoup plus large. Et oui, en Martinique, les prix sont hyper chers. Voici pourquoi et d'expliquer un peu cette colère que on voyait quasiment qu'à travers Twitter, qu'à travers des images de nuit mal filmées de loin avec le blindé de la gendarmerie qui défonce des barricades. Tu vois, je voulais aller donner la parole à ces gens. Et toi qui as ton agence de presse, qui est journaliste depuis 10 ans, t'es sur le terrain, t'as vu aussi les médias évoluer. On parle de concentration des médias, on parle beaucoup de fake news aujourd'hui. C'est quoi ton regard sur cette évolution des médias aujourd'hui en 2026 Comme je te dis, on voit qu'il y a une énorme défiance. Après, la réalité, c'est que quand il y a un événement majeur à l'international, les gens, souvent, ils allument la télé quand même, tu vois. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de défiance, mais les gens regardent aussi quand même beaucoup, tu vois. Et puis... Concentration des médias, oui, parce que les télés, les radios, c'est beaucoup les milliardaires, etc. Mais la réalité, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes, et j'en suis aussi la preuve, tu vois, qui, grâce aux réseaux sociaux, peuvent se lancer sans forcément faire une carrière de journaliste, mais peuvent raconter des événements, peuvent être témoins d'un truc et raconter. Donc, concentration, pour les chaînes, mais ça n'empêche pas que... si on veut s'informer différemment aujourd'hui, je pense qu'il y a 1000 moyens de le faire. Il y a Hugo Décrypte, il y a Brut. Il y a beaucoup de médias indépendants aussi. Ouais, il y a beaucoup de médias, on a reçu plein. Tu vois, donc oui, il y a une concentration des chaînes de télé, des radios par beaucoup de milliardaires, mais il y a aussi plein de moyens de s'informer qui sont différents, tu vois. Et puis on parle beaucoup de certains milliardaires très à droite et tout, mais il y a par exemple le Monde, tu vois, c'est Xavier Niel derrière. Pour autant, on ne critique pas tant que ça. Tu vois, ils font quand même un bon taf, notamment en vidéo, avec beaucoup d'enquêtes et tout. Donc, je pense qu'aujourd'hui, si on veut s'informer librement et se faire son avis, on a quand même les moyens de le faire. Tu conseillerais quoi, justement, aux gens qui ont envie, c'est un peu le centre du sujet du média, mais si on a envie de bien s'informer aujourd'hui, tu conseillerais quoi ? Je pense qu'il faut varier les sources, tu vois. Il ne faut pas regarder que la télé, il ne faut pas écouter que la radio, il ne faut pas faire
que du Twitter ou du YouTube, tu vois. Je pense que... Enfin, même moi, c'est comme ça que je m'informe, tu vois. Alors, j'ai beaucoup les chaînes d'infos en continu parce qu'il y a beaucoup d'images en direct et donc ça me permet de voir. Il y a beaucoup tes images aussi, mais... Ça arrive. Mais non, mais enfin, tu vois, j'ai besoin j'ai besoin de ces médias-là pour un peu voir ce qui se passe, tu vois, genre juste à l'Assemblée, les prises de parole et tout, enfin, et voir ce qui se passe en direct. Mais enfin, je regarde aussi Hugo Décrypte, je regarde Brut, je regarde plein de chaînes sur YouTube, tu vois. Par exemple, C'est dans l'air, ils font des super bons sujets sur l'international. Moi, je les regarde sur YouTube, tu vois. J'ai jamais mis C'est dans l'air sur ma télé. Je les regarde sur YouTube en replay pour voir ce qu'ils font. Donc, je pense que la clé, c'est de se diversifier et de regarder plein de supports différents et plein de médias différents. Et s'il y a un jeune journaliste, tu vois, qui nous écoute, qui est un peu inspiré par ton histoire, je sais pas, qui a pas forcément envie, ni peut-être les moyens, parce que c'est pas tout le temps donné de faire des études de journalisme, tu lui conseilles quoi? Ça dépend quel âge il a, tu vois, mais je pense que viser une école, je pense que ça reste quand même un truc important. Moi, et je dis ça en n'ayant pas fait d'école, tu vois. Je pense que ça ouvre des portes, ça permet d'avoir des contacts, ça permet d'apprendre. Il y a plein... Enfin, moi, je l'ai appris encore il n'y a pas longtemps. J'ai eu la chance de donner un cours, faire une masterclass au CFPJ. Ouais. Et j'ai appris, mais il y a un mois, qu'en fait, ils avaient des initiatives. C'est une école reconnue, c'est une des meilleures écoles les plus reconnues, qui avaient des initiatives pour les jeunes qui viennent de banlieue, qui n'ont pas forcément le bac, ou même des gens qui ont déjà une carrière, qui arrivent à 30 ans et qui veulent se reconvertir. Donc, il existe des initiatives pour les gens qui sont pas du tout qui se disent que le journaliste c'est pas fait pour eux mais qui voudraient le faire. Il y a ça, et puis je pense que à l'heure de TikTok et des réseaux, en fait va sur le terrain, entraîne-toi, va filmer des trucs. Enfin, tu vois, moi j'en croise de temps en temps et même j'en fais bosser, tu vois, des jeunes qui juste ont ouvert un compte TikTok, qui filment des trucs, qui sont venus en manif 3 fois et parfois ils ont des bonnes images que moi j'ai pas, je leur achète et je suis content de les soutenir. Donc faut faire attention, tu vois, faut pas prendre n'importe quel risque, aller n'importe où, enfin voilà. Mais grâce au réseau, tu peux te faire une expérience. Et je pense qu'entre un jeune qui sort d'école, qui a 0 expérience, et un jeune qui a fait 2-3 ans de manif, d'action, de procès, qui a déjà, ou juste même chez lui, tu vois, qui a fait des formats chez lui de décryptage, de machin, les rédacs apprendront le jeune qui a déjà pratiqué. Ouais, je suis d'accord. Moi, quand on me pose la question, je conseille... moi, j'ai été pas mal dégoûtée de mon expérience en télé, mais c'est un truc très perso. Mais je conseille quand même tout le temps aux gens autour de moi de créer du contenu parce qu'au final, aujourd'hui, ça te fait soit un CV, un super portfolio pour aller toquer au rédac, ou même si tu cartonnes, elles viennent te chercher toi-même. Et puis, en fait, tous les médias aujourd'hui, ils sont tous incarnés de plus en plus. Donc, c'est vraiment le futur. Donc, on attend de ça, je pense, des futurs journalistes. Ouais, clairement. En fait, ça fait un portfolio, ça fait un CV. En fait, même si c'est pas ouf au début, tu vas apprendre. Ah oui. Tu t'inspires de ce que les autres font. Enfin, même, tu peux juste contacter d'autres journalistes et leur dire, regarde, je fais ça, qu'est-ce que t'en penses? Enfin, en fait, ça permet tellement. Et puis, même, tu peux te faire repérer par une rédac. Mais avec TikTok, tu as la monétisation maintenant. Donc, en fait, techniquement, alors en vivre de TikTok, ça va être compliqué, tu vois, mais ça peut YouTube, il y a la monétisation aussi. Ouais. Ça permet de financer du matos, donc tu vas pas payer tes écoles de journalisme avec juste la monétisation, mais ça peut être un truc qui joue un rôle là-dedans, quoi. Donc, en fait, il faut se lancer, il faut essayer. Et comme moi, j'ai essayé, tu vois, j'ai vu les trucs à la télé, et je me suis dit, vas-y, j'y vais. J'avais pas de carte de presse, j'avais rien, et ça a payé. Et est-ce qu'aujourd'hui, tu as encore un rêve en tant que journaliste ou homme, mais plutôt journaliste dans les médias? Franchement, j'ai pas de rêve précis. Le seul truc que j'ai envie de continuer, c'est que ça marche autant, de développer mon agence, de pouvoir faire bosser d'autres journalistes qui n'ont pas forcément... Il y a un journaliste, Timothée, qui pareil, a commencé en indépendant, qui a galéré un peu à trouver sa place dans les rédacs et tout. Et moi, je le fais bosser maintenant. J'aimerais bien l'embaucher. Enfin, tu vois, je veux continuer là-dedans. J'ai eu énormément de chance pour réussir ce que j'ai réussi. Il y a eu beaucoup de travail, mais je sais qu'il y a eu de la chance. J'en mesure pleinement je la mesure tous les jours. J'ai envie de donner sa chance à d'autres journalistes et de continuer, tu vois, de pouvoir transmettre ce que j'ai appris, d'en motiver, d'en aider, de continuer là-dedans. Ok, donc au final, continue à faire grossir ton agence. Okay. Et pouvoir continuer de donner la chance à d'autres jeunes journalistes qui n'ont pas forcément les codes ou qui ne veulent pas forcément aller en rédac. De transmettre ce que j'ai réussi à avoir et de donner la chance à d'autres jeunes ou à d'autres journalistes qui ont peut-être plus de mal à réussir que moi. Et est-ce qu'il y a un sujet que tu rêverais de traiter et que tu n'as jamais traité encore? Waouh, bonne question. Je sais pas, franchement, tu me prends un peu au dépourvu. J'aimerais beaucoup aller sur un terrain de guerre, mais plus pour
pas tant pour couvrir la guerre en tant que telle, tu vois, mais raconter comment les autres journalistes font pour, tu vois, parce que en fait, j'ai l'habitude des terrains un peu compliqués, tu vois, les manifs, les émeutes et tout. Mais le terrain de guerre, j'ai jamais fait, et je sais très bien que c'est pas les mêmes codes, les mêmes façons de fonctionner. Et je suis hyper curieux de ça, tu vois. Donc, égoïstement, j'aimerais bien aller faire un reportage sur les autres journalistes de guerre, tu vois, pour voir comment ils bossent, en même temps apprendre et en même temps raconter ça, parce que c'est quand même un truc hyper particulier. Vu l'actu, il y a plein de journalistes sur des terrains hyper dangereux, donc c'est un truc que j'aimerais bien, tu vois. Après, c'est très compliqué en indépendant d'aller sur ce genre de terrain. Donc, Ouais, et puis risquer sa vie pour informer, c'est dingue, quoi. Ouais. Moi, ça m'intéresserait. J'aimerais bien recevoir aussi, pour le coup, un journaliste de guerre, parce que je pense que je pense qu'on a plein d'idées un peu préconçues, mais je pense qu'on se rend pas du tout compte de ce que c'est au quotidien. Ouais, c'est pour ça que j'aimerais bien filmer le quotidien et la routine, tu vois, d'un journaliste qui est en Ukraine ou peu importe, tu vois. Mais ouais, ça me ferait plaisir. Ça reste un terrain hyper compliqué, tu vois, mais c'est un truc qui me titille et qui m'interroge, tu vois, parce que à la fois, c'est des collègues qui font le même métier que moi, mais en même temps, c'est quand même complètement différent. Et je me dis, mais en fait, comment ils bossent, comment ils prennent leurs risques, comment ils décident où est-ce qu'ils vont. Enfin, tu vois, et je me dis, j'aimerais bien raconter ça. Ouais, c'est un sujet intéressant. Moi, pour le coup, j'ai un ou deux proches qui font ça. Et même de parler des conséquences que ça peut avoir sur leur vie quand ils rentrent. Moi, j'ai vécu un peu ça, et c'est des choses qu'on sait pas forcément après, à quel point ça peut être dur le retour, comment on prend la distance avec ce qu'on a vu, etc. J'imagine que c'est pas évident. Ouais. Mais je connais pas du tout, j'ai pas de collègues proches qui font... J'ai quelques collègues qui sont partis en Ukraine, mais je n'ai jamais forcément parlé de ça avec eux, et je sais même pas forcément comment ils bossent sur le terrain. Je me dis, ça serait intéressant de... Ok, si tu fais ça, moi, je serai là pour regarder, parce que ça m'intéresse aussi, passionnant. J'aurais une vue. En plus, je like beaucoup tes vidéos. C'est gentil. Du coup, c'est un peu la dernière question du podcast. Si tu voulais... peut-être que tu as un peu déjà répondu, mais si je devais recevoir quelqu'un au micro, qui t'aimerais entendre pour qu'il raconte un peu les coulisses de son métier, que ce soit créateur de contenu ou journaliste? Créateur de contenu, je sais pas, journaliste. En fait, je pense que ce serait intéressant de recevoir soit tu vois, t'as reçu des journalistes de terrain, mais de voir des journalistes qu'on voit pas forcément à l'antenne, tu vois. Des journalistes, je sais pas, dans une chaîne info qui sont en régie, ou tu vois, d'expliquer ce que c'est ce métier-là, parce que les gens, par exemple, quand ils regardent une chaîne info, ils voient le journaliste qui est face cam, tu vois. Mais je pense que pour beaucoup, c'est une boîte noire, tu vois, de comment ça fonctionne. Et je me dis, tu vois, démystifier un peu ce truc-là. Moi, je sais comment ça fonctionne parce que je l'ai vu de mes propres yeux, tu vois. Mais pour le grand public, je pense que... comment ça marche une chaîne info, tu vois, ça permettrait aussi, je pense, de casser peut-être certains clichés ou certaines idées préconçues, de se dire, en fait, parce que moi, je trouve qu'un journaliste, un caméraman, en tout cas, de BFM, sur le terrain, il fait le même travail que moi, tu vois. On n'a pas un truc si éloigné que ça. Et pourtant, les images sont très différentes que les gens en ont. Donc, je me dis, ce serait intéressant que le grand public, en tout cas, se rendre compte de comment ça marche. Et... Ouais, je pense, et puis tu vois, même moi, quand je faisais des reportages pour la télé, alors j'ai fait quelques reportages incarnés, mais j'étais souvent pas à la caméra. Et donc, c'était très drôle parce que quand tu bosses pour une chaîne, les gens s'attendent à ce que ce soit le présentateur qui vienne, et quand ils me voyaient, ils étaient un peu déçus. Mais du coup, c'est drôle. Et j'en parlais justement avec Rémi, et il me disait que je pense qu'aussi que pour un peu combattre cette défiance qu'il peut y avoir envers les journalistes, d'être ultra transparent et de montrer les coulisses et d'ouvrir les rédacs et de raconter un peu les métiers de l'ombre, c'est ça aussi qui peut faire un peu avancer et faire comprendre aux gens que oui, il y a des journalistes qui sont géniaux, mais en fait, il y en a plein qui travaillent dans l'ombre et qui font du super taf. Qu'on voit pas, où les gens savent même pas je suis sûr qu'il y a des métiers que les gens n'imaginent pas que ça existe, tu vois, qui pourtant sont hyper importants et qui font un boulot hyper important et qui le font très bien, tu vois. Mais les gens se rendent pas forcément compte, je pense. Trop bien. Écoute, je vais y penser alors pour le prochain épisode. Mais en tout cas, merci beaucoup pour ce temps tous les deux, d'avoir partagé ce moment. Et puis, où est-ce qu'on peut te retrouver si les gens veulent te suivre? Sur Instagram, sur YouTube, tout est soit CL Press, soit Clément Lano. C'est pas très original. Mais Instagram, YouTube principalement. Ok, super. Merci à toi. Et rendez-vous au prochain épisode. Merci. Merci pour votre écoute. Si vous êtes encore là, c'est évidemment que cet épisode vous a intéressé. Alors pour soutenir le podcast, abonnez-vous sur YouTube ou sur Spotify, laissez un commentaire et parlez-en autour de vous. Ça me donne de la force et ça m'aide à le faire grandir. À très vite dans Je te le dis en off.